Deux espaces. Bonjour les parents. Bonjour Fanny, bonjour Geneviève. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 4e épisode. On aborde un sujet de taille. On parle de tout quatre autres défis attentionnels. Et ce n'est pas pour rien parce que dans nos classes, dernièrement, on observe beaucoup d'enfants qui ont une tendance à gigoter beaucoup sur leur chaise, des enfants qui ont besoin de prendre des pauses actives, des enfants qui ont beaucoup de choses à dire et peu de filtres pour sélectionner ce qui est vraiment pertinent. Bref, on pense que ça vaut la peine aujourd'hui de s'arrêter et de creuser un peu le sujet du trouble déficitaire de l'attention. Oui, avec hyperactivité, si on inclut le H dans la définition. Dans le fond, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un peu justement valider qu'est-ce que c'est un vrai TDAH pour éviter la surutilisation. Tu sais, des fois, on a tendance à dire « Ah, c'est mon TDAH qui fait ça », mais est-ce vraiment un TDAH? Donc, pour faire ça, on s'est bien entouré. On est allé chercher un petit peu d'aide. Donc, Geneviève Masson, qui est psychologue. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Veux-tu prendre un petit moment pour te présenter aux parents qui nous écoutent? Bien, effectivement, je suis psychologue à la CSSMI depuis plusieurs années. Je travaille principalement auprès des enseignants, des équipes écoles pour les soutenir au niveau de l'intervention avec les enfants. Puis aussi, une partie de mon travail là, qui va être l'évaluation des troubles de santé mentale, du TDAH et des difficultés de comportement ou d'inattention là, chez les enfants, les jeunes enfants de niveau primaire. Bien, merci d'être là. Ouais. Pour débuter l'épisode, est-ce qu'on commence par une définition du TDAH, juste pour être sûr qu'on est tous sur les mêmes bases, qu'on part... Oui, tout à fait. En fait, le TDAH, c'est un trouble neurologique qui est associé à un manque de production de neurotransmetteurs dans une zone du cerveau. Donc, ça amène des comportements puis des symptômes observables chez les enfants. C'est vraiment un problème qui au départ, est dans la neurologie, dans la bioneurologie du cerveau. Tu disais aussi que maintenant, avec un scan, on peut même le voir activement dans le cerveau. Oui, certaines études ont démontré qu'on est capable de voir la différence entre un enfant qui a un TDAH au scan et un enfant qui n'a pas de TDAH. Mais généralement, c'est pas les scans qu'on utilise pour faire l'évaluation parce que ça serait très coûteux et sûrement très long aussi avant d'avoir des résultats. Donc, c'est plus un tableau clinique qu'on va observer puis identifier là, pour le diagnostic du TDAH. D'entrée de jeu, Fanny et moi, on disait que dans notre quotidien, on côtoie beaucoup d'enfants qui ont des comportements, symptômes qu'on associe spontanément au TDAH, mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre le diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on va appeler TDAH pour se faciliter la vie durant le podcast, et quelqu'un qui aurait des défis attentionnels pour d'autres raisons. Donc là, ce qu'on va essayer de faire d'entrée de jeu, c'est de suggérer des pistes de questionnement aux parents pour qu'ils essaient de voir est-ce que mon enfant a justement possiblement un TDAH ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes qui pourraient expliquer ces défis attentionnels. Donc, quelles sont les causes qui peuvent faire en sorte qu'on observe des symptômes d'inattention ou d'agitation dans nos classes ou à la maison même? L'inattention puis l'agitation, c'est un symptôme qui est très fréquent chez les enfants, même chez les jeunes enfants. On l'a dans plusieurs tableaux cliniques qui peut être expliqué par plusieurs choses. Entre autres, premièrement, il y a une variation d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui sont plus actifs que d'autres. Il y en a qui sont moins agités, plus attentifs. Donc, la variation normale dans la population fait en sorte qu'on a différents types d'enfants devant nous, dans vos classes. Ouais, tout à fait. Leur tempérament. Exactement. Maintenant, il y a certains facteurs extérieurs qui peuvent venir créer ou augmenter exactement des symptômes d'inattention. Entre autres, des facteurs
comme des séparations parentales, un enfant qui vit un moment de déménagement dans une nouvelle école, dans une nouvelle famille. Donc, c'est des facteurs, ça, qui vont créer... Qui vont parler des grosses émotions. Oui, exactement, qui vont créer un chamboulement chez l'enfant. Puis, à ce moment-là, ben, ce qu'on voit, c'est un enfant plus inattentif et plus gigoteux ou plus agité que la norme. Ça va être momentané, probablement. Tout à fait. En principe, ça va être momentané. Un enfant qui commence aussi à la maternelle, ça peut être un facteur d'adaptation difficile. Oui, c'est un changement d'environnement, un changement de routine aussi. Ça aussi, ça peut créer de l'agitation. Il y a des enfants qui sont moins bien équipés au niveau de l'apprentissage pour apprendre. Leur profil intellectuel est moins garni, je dirais. Leur coffre à outils est moins garni pour apprendre. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça peut créer de l'agitation quand on comprend pas, quand on saisit mal ce qui est enseigné à l'avant. Puis à l'inverse, quelqu'un qui a plus de facilité tout à fait, peut s'ennuyer tout à fait. Et là, développer les enfants doués ou juste qui apprennent avec facilité, ben c'est certain que ça peut être long, l'enseignante qui répète 2 puis 3 fois pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, on s'entend. Oui. Il faut qu'on répète 2, 3 fois. Exactement. Donc, dans ce temps-là, l'enfant va bouger plus, va être distrait, va vouloir s'occuper d'une façon différente que juste par l'écoute active en avant. Donc, il va avoir l'air d'un enfant agité et inattentif. La maturité dans une même classe aussi, les élèves qui sont nés en juillet ou septembre versus des élèves nés en novembre, ça peut avoir un... Exactement. Les enfants nés dans le cadran, le corps des mois de juillet ou septembre sont des enfants où on a relevé plus d'inattention puis plus d'agitation que chez la cohorte qui est née au mois de novembre, décembre, janvier. Là. On a des garçons du mois de septembre qui ont 1 an, finalement, de moins que leurs amis du mois d'octobre. Exactement. Donc, particulièrement maternelle, premier cycle, ça peut faire une différence. Fait que c'est sûr que la maturité neurologique d'un enfant qui a 1 an de plus va être plus élevée, donc il va être plus compétent à se concentrer par rapport à un enfant qui a presque 1 an chronologique de moins, là. Il y a des troubles aussi comme l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur qui peuvent causer aussi de l'inattention puis de l'agitation. Fait que vous voyez que la brochette est large, hein? Puis, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la consommation d'écran et les symptômes qui s'apparentent au TDAH? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement. Je me demandais si c'était réellement fondé. Bien, il y a quelques études qui commencent à être publiées sur ce sujet-là, entre autres une qui documente bien que chez les adolescents, qui consomment beaucoup d'écran, il y a une augmentation là, des symptômes de TDAH, donc plus d'impulsivité, plus d'inattention. Mais c'est une préoccupation, je dirais, québécoise, canadienne, pédiatrique aussi. La Société de pédiatrie lève un drapeau rouge là-dessus de faire attention au nombre d'heures passées, entre autres, beaucoup chez les jeunes enfants dont le cerveau est en évolution puis en développement. On devrait respecter là, les balises qui sont données par l'Association des pédiatres là, et des médecins. Oui. Mettre toutes les chances de notre côté. Tout à fait. Il y a aussi, j'imagine, l'hygiène de vie, le sommeil, les activités. Ça, c'est certain. C'est certain qu'un enfant qui dort pas bien, qui s'alimente mal, qui a pas de routine familiale, c'est sûr qu'il va être enclin à davantage présenter d'agitation ou d'inattention. Un peu comme les adultes, quand on n'a pas bien dormi, là, on n'est pas notre meilleur. Ben, chez les enfants, c'est encore plus transparent. Là. Fait que finalement, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent insinuer un TDAH, mais qui finalement est relié à d'autres causes qui peuvent être gérées, réglées. Oui. Donc, avant de sauter trop vite à la conclusion de j'ai peut-être un TDAH, mon enfant a peut-être un TDAH, peut-être se questionner justement quant aux habitudes de vie, consommation d'écran. Est-ce qu'il y a quelque chose de gros, d'important qui s'est passé dans la vie de notre enfant avant d'aller plus loin? Il faut bien analyser la situation avant de dire, OK, là, on est peut-être devant un vrai TDAH qui est d'origine neurologique et souvent héréditaire aussi. Il y a une bonne partie du TDAH, là, je pense à 75% héréditaire. Donc, mais avant, il faut faire un peu le ménage autour, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou, quelles seraient les causes aussi. Là, des choses qu'on peut mettre en place au quotidien. Oui, il ne faut pas attendre un diagnostic pour essayer des choses puis mettre en place des moyens pour soit apaiser un enfant ou gérer l'agitation là, dans un milieu scolaire.
Puis une fois, disons, là, qu'on a tout éliminé ça, toutes les causes possibles, on a mis des choses en place, puis là, il y a quand même des choses qui fonctionnent pas, qui perdurent chez notre enfant. On entend des commentaires à l'école, des commentaires ailleurs. C'est quoi les sons de cloche qui vont dire aux parents, là, bon, OK, là, faudrait peut-être que j'aille chercher de l'aide, faire une évaluation pour mon enfant. Bien, moi, dans ma pratique, je prends 3 sons de cloche, 3 petits drapeaux avant d'intervenir parce que c'est important de pas, de faire un ménage avant, comme on dit. Je pense que le premier son de cloche important, c'est l'impact fonctionnel. Est-ce que le problème d'attention ou l'agitation vient vraiment bouleverser le fonctionnement de l'enfant et à l'école et à la maison et dans différents milieux de vie? Un exemple d'impact fonctionnel, mettons, pour les parents là, qui nous écoutent. Ben, par exemple, un enfant à la maison qui fait des grosses crises de colère, dont la régulation des émotions est très importante, puis qu'on a le même son de cloche à l'école, ben pour moi, c'est un impact fonctionnel important. L'enfant n'est pas capable de fonctionner et souvent, là, tu sais, dans un cercle vicieux aussi, d'être désorganisé, de sortie de classe, tout ça. Donc, ça, pour moi, c'est un impact important. En classe, on voit souvent des enjeux qui se répercutent dans les relations sociales, dans les relations avec les pairs, des conflits qui sont répétitifs. Ça peut être... c'est quelque chose qu'on observe souvent. Ou des fois, il y a des résultats aussi académiques qui sont un... Dans le fond, qui sont un indice important là, à savoir si on doit aller chercher de l'aide, si on doit mettre des choses en place supplémentaires pour soutenir l'enfant. Donc, dans le fond, tu viens de nommer mes 2 autres points. Il y a les habiletés sociales qui sont super importantes à développer chez les tout-petits. Donc, si l'enfant est toujours en conflit avec ses pairs, avec même les adultes, parfois, ça, c'est un indicateur clinique pour moi de « OK, là, il faut faire quelque chose, il faut intervenir ». Puis le 3e, c'est tout le sentiment de compétence, l'estime de soi, comment l'enfant se perçoit. C'est beaucoup les 2 autres qui vont venir affecter ce 3e. Mais des fois, chez nos tout-petits, un peu moins hyperactifs, plus en déficit juste d'attention, de pas se sentir bon à l'école, de toujours être dans la lune, de pas être dans le moment en même temps que les autres, de se faire souvent rappeler à l'ordre. Ça aussi, ça laisse des tâches sur l'estime et la confiance parce que sont en construction, ces petits loups-là, hein, on les veut au meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Fait que pour moi, là, ces 3 indicateurs-là, c'est les plus pertinents à regarder quand on se pose la question, est-ce qu'on devrait faire une évaluation ou pas? Ouais. Des fois, les tout-petits, tu sais, ils vont être affectés bien avant qu'ils soient capables de le nommer. Oui, exactement. Je m'en allais. D'avoir les yeux... Oui, les yeux des enseignants et des parents à ce moment-là, de dire, mon Dieu, mon enfant, on dirait qu'il pleure plus souvent, il est tout le temps triste, il dit qu'il n'est pas bon. C'est ça, il préfère ne pas tenter plutôt que de se tromper. Ça, l'enfant ne comprend pas. Des fois, moi, j'entends ça, malheureusement, des fois, des enfants qui me disent, mais pourquoi, Mme Estelle, j'y arrive pas? Pourquoi je réussis pas? Dans le sens où l'enfant a l'impression de tout faire ce qui est en son pouvoir, de s'investir, de respecter les consignes, mais malgré ça, ça fonctionne pas, ça suffit pas, puis inévitablement, ça amène son estime de lui-même. Ça, moi, je trouve que autant comme enseignant que comme parent, c'est l'indicateur le plus fort. Le plus fort et le plus urgent, je trouve. On veut qu'il soit bien, on veut qu'il soit heureux. Oui, oui, évidemment. Donc, parlant des impacts fonctionnels, justement, la gestion des émotions et tout ça, on veut faire un petit portrait de comment ça se présente dans nos classes des enfants, justement, TDAH. On peut longuement parler de nos observations, Fanny et moi, dans le sens où un enfant qui a des défis attentionnels, ça se répercute comment dans une classe? Parce que souvent, on parle aux parents, puis on se rend compte que leur réalité à la maison est vraiment loin de notre quotidien en classe. Donc, les enjeux sont parfois moindre à la maison, dans un environnement où il n'y a que 2 ou 3 enfants, alors que nous, c'est pas rare qu'on en a 25, 26. Donc, on jugeait bon là, de vous parler comment on observe ça en classe, les enfants qui ont des enjeux attentionnels. Les attentes varient aussi inévitablement à la maison versus dans une classe, là, dans le sens qu'un enfant TDAH, ça gère différemment à la maison qu'en classe. Il y a plus de l'attitude, disons-le comme ça, à la maison, de bouger, de moduler selon ses besoins aussi, versus dans une classe. Bien, c'est sûr que les symptômes d'inattention vont être les mêmes, c'est-à-dire que vous allez avoir des enfants qui ont
de la difficulté à se concentrer, à vous écouter, qui vont être un peu décalés par rapport aux routines. Mais à la maison, ça va se voir aussi au niveau des devoirs. Il va falloir être... Beaucoup de rappels. Oui, souvent, on a des rappels à faire. Au niveau des consignes de la routine, va brosser tes dents, va ramasser ton pyjama. Ben là, l'enfant a besoin de répétitions fréquentes pour pouvoir se mettre en action. Donc, les symptômes sont les mêmes, mais ils vont prendre une couleur un peu différente. L'incidence va être différente dans une classe, je trouve, parce qu'elle va avoir un impact sur tout le reste de la classe, dans le sens où un enfant qui est désorganisé sur le plan physique, s'éparpille. J'ai quelques images qui m'amènent en tête d'élèves là, qui pourraient mettre 2, 3, 4 couches de cahiers. Ils sont toujours autant confortables à ajouter du papier, des crayons, des cahiers. La planification, l'organisation dans l'espace, c'est un des traits aussi chez les TDAH. Les bureaux bordéliques, les chambres bordéliques. Souvent, c'est des difficultés au niveau de la planification du matériel. Donc, peut-être qu'à la maison, c'est moins, entre guillemets, grave, le fait d'être un peu plus désorganisé, mais dans une classe où on a un espace restreint pour chaque enfant, ben ça peut être un enjeu plus important là, de s'emparer dans son sac à dos ou de pas trouver ses épées scolaires pour commencer le travail à temps. Souvent, on observe ça là, chez les cocos qui ont un profil là, inattentif. Je trouve aussi dans ma classe qu'un des gros impacts, c'est, tu sais, le principe de ma bulle s'arrête où celle de l'autre commence, là. Puis, tu sais, des fois, que t'as beau vouloir mettre, disons, là, les élastiques sur les pattes de chaise. Bon, ben, t'as un élève hyperactif que ça l'aide d'avoir son élastique sur ses pattes de chaise, sauf que ça a fait un bruit de tapotement qui va déranger l'autre élève à côté. Donc, tu sais, c'est tout ça de... À la maison, c'est plus facile des fois de mettre des choses en place comme ça parce qu'on a moins d'élèves que ça peut déranger, disons, moins d'enfants. Tandis qu'en classe, on est quand même une micro-société, tu sais. Exactement. Faut pallier avec les besoins de tous, là, c'est pas toujours évident. Hein. Oui, puis l'agitation va venir nuire à l'apprentissage des autres et à sa propre apprentissage aussi, à son sa propre disponibilité à apprendre. Fait qu'effectivement, l'agitation dans l'espace, c'est un des critères qu'on retrouve là, chez le TDAH. Et la persévérance à la tâche aussi, hein? Vous devez l'observer, ça. On commence, on est enthousiaste et prêt, puis pendant quelques minutes, voire des fois des secondes, on investit la tâche, puis ensuite, on est distrait, on va lever, aller aiguiser son crayon, se promener dans le local. Quand on se rappelle qu'on était en train de faire quelque chose qui avait une intention, ben on y revient, puis là, j'étais rendue où, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai-tu fait? Je l'ai-tu pas fait? Donc là, il y a comme... une désorganisation à se réapproprier, un réalignement à faire en quelque sorte. Donc, non seulement c'est du temps perdu pendant que l'enfant est en déplacement, mais chaque fois qu'il revient à la tâche, c'est un moment où il est dans un flou mental et où il ne sait plus trop quoi faire. Donc, ça fait souvent des traces, des réalisations qui sont un peu éparpillées, qui manquent de cohérence finalement. On parlait des fonctions exécutives. Oui. Je pense que justement, tu sais, avec la planification, tout ça, ça peut se répercuter, par exemple, dans les résolutions de problèmes. Oui, tout à fait. Quand il y a beaucoup de tâches, là, beaucoup de consignes à suivre, étape par étape. Par où je commence, l'étape 1, elle est où? Parfois, il y a des confusions. C'est difficile quand on a beaucoup de matériel aussi à gérer. Puis ça entraîne de la fatigabilité mentale. Alors, c'est des enfants qui sont beaucoup plus fatigués, souvent rendus au soir, des fois plus irritables, moins patients, plus enclins à faire des crises de colère parce que au niveau fatigue là, générale, là, ça les guette toujours un peu. Là. Puis en 4 ans, l'impulsivité, j'ai un flash d'élèves qui, avec beaucoup de confiance, arrive après 10 minutes. « Ah, j'ai fini, Madame Estelle, je suis sûre de mon coup et je me suis révisée parce que c'est que je vais lui poser des questions. » La révision pour les élèves TDAH. Ah, mon Dieu! C'est pas pour eux. Une activité incroyable. Là. Donc, souvent, ils ont le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas relu, ils n'ont pas révisé, ils sont passés à côté de certaines consignes, certaines contraintes, puis au bout du compte, ben, ce qu'ils ont produit, ça ne démontre pas leur réel potentiel. Ouais. Ce sont des enfants aussi beaucoup plus émotifs que la majorité des autres enfants. Donc, la régulation des émotions est souvent touchée. Quand on pleure très fort. Quand on rit très fort. C'est souvent dans les extrêmes. Oui. Puis, une autre chose qui me vient en tête, c'est au niveau des commentaires que certains élèves peuvent dire à répétition, des commentaires qui sont
souvent hors sujet, qui sont répétitifs, qui sont dits parfois justement très forts et qui sont une source de dérangement aussi pour les camarades qui, eux, sont prêts à travailler, qui sont prêts à se mettre en action. Donc, des fois, ça peut occasionner des interactions qui sont un peu moins positives, qui sont sources de conflits et ça peut aussi affecter l'estime de l'enfant. Ouais. Je pense que c'est ça, tu sais, le fait que la classe, justement, il y ait beaucoup d'élèves à déranger, si on le dit comme ça, versus à la maison, et je pense que ça va amener l'enfant à vivre, justement, tu sais, une détresse par rapport à sa condition. Plus rapidement, parce que ils voient, hein, ils sont capables d'être conscients de leur environnement, de dire, OK, moi, je suis toujours un petit peu à côté de ce qu'il faut faire. L'enseignante me répète souvent que je suis pas à mon affaire, ou en tout cas, elle me fait des rappels pour m'aider, mais... Ça les confronte tout le temps à leurs difficultés. Vers 7-8 ans, là, l'enfant prend conscience plus là, de ses pairs, puis réalise à quel point, OK, il peut être décalé, puis avoir l'impression de jamais atteindre les attentes. Ouais. C'est souvent des coéquipiers qui sont moins privés, pas parce qu'ils sont moins gentils, mais parce qu'ils sont hors sujet, hors tâche. Ils ont probablement un très grand potentiel, mais ce ne sont pas des équipiers qui nous permettent d'avancer, d'atteindre l'objectif qu'on souhaiterait atteindre. Donc ça peut miner un peu la confiance. Puis tu sais, à la maison, je pense que le noyau familial a appris à connaître cet enfant-là, a appris à vivre avec, à pallier des fois, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plus d'empathie, tandis que dans la classe, ben il va en avoir des élèves empathiques, puis souvent on en a beaucoup, mais il y en a aussi qui vont être plus impatients, qui vont être plus prompts à répondre, qui vont être plus facilement fatigués par ces comportements-là. Fait que c'est sûr que dans une classe, l'impact est plus grand quand tu as un TDAH que dans un environnement familial où on n'a pas d'apprentissage nécessairement à faire. Fait que ça met un peu, malheureusement, la lumière sur un enfant qui, dans son milieu familial, peut-être, cette lumière-là n'est pas directement sur lui. Là. Ça fait en sorte que nous, les profs, on est souvent les premières à amener la réflexion, à amener le sujet. Le questionnement. Ça se passe comment à la maison, les routines, le retour de l'école et tout ça. Donc, souvent, on initie cette réflexion-là. Puis, au fil du temps, ben ça vient à se répercuter à la maison si c'est un vrai TDAH. Bien, surtout, comme on le disait, qu'ils peuvent revenir de l'école tellement fatigués que ça s'exaspère à la maison. Ça devient encore plus gros, tu sais, les symptômes, parce qu'ils sont épuisés. Mais bref, moi, je veux quand même souligner que ces élèves-là, c'est des élèves que j'adore. C'est souvent des élèves, tu sais, ils ont plein d'énergie, ils ont des belles forces, ils ont une créativité. Tout à fait. Tu sais, une notion de solution aussi, je trouve, dans la créativité. Ils pensent différemment, Des élèves qui vont participer, puis qui vont donner de la vie au quotidien, là. On en a besoin dans nos classes. C'est sûr qu'ils ajoutent de la vie, puis c'est vrai, hein, qu'ils sont attachants, parce que souvent, on va se le dire, on est souvent en travail d'équipe avec eux, là. Le lien se crée rapidement, là. Effectivement. Bon, donc dans le premier bloc, on a proposé des pistes de questionnement, de réflexion que les parents pourraient avoir pour essayer de trier, là, est-ce que notre enfant a des manifestations d'inattention qui sont dues ou non au contexte, ou bien est-ce que ça pourrait être réellement un TDAH? Et là, on va essayer de creuser un petit peu davantage le TDAH à proprement parler. Moi, une chose qui me questionne, c'est dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a comme la branche inattention puis hyperactivité, puis dans l'observable, dans le quotidien, il me semble que c'est deux choses très différentes. Un élève qui est inattentif versus un élève qui est hyperactif, c'est deux enfants très différents dans leur comportement. Alors, pourquoi est-ce qu'on réunit ces deux volets-là dans le même trouble? En fait, c'est un trouble qui se déploie en 3 tableaux cliniques. Comme tu as dit, il y a le portrait avec de l'inattention, il y a le portrait avec l'hyperactivité et il y a le portrait combiné, qu'on dit, où il y a inattention et hyperactivité. Par ailleurs, c'est un trouble c'est un problème qui est au centre du trouble, c'est un problème d'inhibition. Donc, quand je suis pas capable d'inhiber, ben je peux avoir un problème à inhiber les stimuli, les sons extérieurs, même les distracteurs dans ma tête également. Et aussi, la partie comportement va être difficile à inhiber, donc c'est pour ça qu'ils sont plus impulsifs, plus agités, plus hyperactifs que la moyenne des enfants. Mais
à la base, c'est un problème d'inhibition. C'est juste que le tableau clinique va être différent. Est-ce que l'enfant qui, de l'extérieur, a l'air d'avoir un trait plus inattentif pourrait avoir une grande agitation mentale et ce serait ça qui causerait son inattention? Bien, c'est la difficulté à bloquer les stimulations extérieures. Donc, je suis assise, je regarde, tout est traité avec la même intensité. Pourtant, je devrais regarder, par exemple, l'enseignante qui parle en avant, mais je m'occupe du son du crayon qui vient de tomber, de la chaise de mon ami qui bouge. Tout a la même importance. Exactement. Et même de ses propres pensées. « Ah, mon vélo, est-ce que je l'ai bien rangé? » Alors, tous ces distracteurs-là ne sont pas filtrés ne sont pas inhibés. Comme pas de priorité. Exactement. Donc, tout vient en même temps, fait que l'enfant est distrait et n'est pas capable de focusser. Puis c'est la même chose pour l'activation. Ben, je suis pas capable de contrôler mes gestes. C'est souvent des enfants qui sont gaffeux, malhabiles, maladroits, impulsifs. Donc, c'est toujours le même problème là, du centre d'inhibition qui est pas assez alimenté par la biochimie du cerveau, là. C'est pour ça qu'on disait tantôt aussi, ben, tu me corrigeras si je me trompe, mais l'inhibition, c'est une des parties qui se développe le plus tard dans le cerveau. Fait que c'est pour ça que des fois, on a l'impression que les jeunes enfants le sont plus parce que c'est difficile. Évidemment. La majorité des jeunes enfants sont plus agités que les adolescents, par exemple. Puis le trouble neurologique du TDAH, c'est un trouble qui évolue aussi. On documente à peu près 50% des adultes qui ont reçu un diagnostic de TDAH qui ont perdu le diagnostic en cours de route parce que le cerveau a évolué, la zone qui est en déficit, eh bien là, elle a pris suffisamment de maturité, dans le fond, pour supporter l'enfant ou l'adulte adéquatement. Est-ce que ça peut être dû aussi à des stratégies qui ont été mises en place? Évidemment. Qui ont permis à l'enfant, maintenant adulte, de compenser en quelque sorte? C'est certain qu'on est meilleur comme adolescent ou comme adulte pour se donner des stratégies, puis développer un langage interne aussi de OK, là, il faut que j'écoute l'enseignante, elle est importante, je veux réussir. Donc, ça va demander peut-être plus d'énergie. Oui, exactement. Et ils sont réputés plus fatigables rapidement, les gens qui ont un TDAH, parce que c'est très énergivore d'avoir à se parler puis à combattre un peu tout le temps les distracteurs autour de nous, là. Mais la maturité du cerveau fait en sorte là, que, rendu à l'âge adulte, là, plusieurs là, sont définitivement meilleurs et moins aptes à être distraits là, que quand ils étaient enfants. Donc, un vrai TDAH, on évalue ça, la prévalence dans la population québécoise, on évalue ça à peu près? Bien, la prévalence mondiale est autour de 7%, donc à peu près 7% des enfants, des jeunes adolescents présentent un TDAH. Maintenant, il y a une variation dans la population. Je dirais dans chaque pays, il y a des pays où les taux de prévalence sont plus bas, puis il y a des pays où les taux de prévalence sont plus élevés. Est-ce qu'on connaît les causes de ces changements-là? Ben, ça peut être multiple. C'est difficile de dire ben c'est exactement à cause de ça. C'est sûr que l'accès à des services spécialisés peut être un des facteurs. Les pays industrialisés ont plus d'évaluation en psychologie. On a un contexte aussi médical plus supportant pour la population. Je pense aussi qu'il y a un certain facteur dans le fond, d'importance qu'on donne à la scolarisation d'un enfant dans chaque pays. Mais globalement, là, la planète mondiale est à peu près à 7% là, de Moi, ça m'a étonné prévalence. parce que, tu sais, si je m'en tiens seulement à ma micro-société de classe, j'avais l'impression que c'était pas mal plus élevé que ça. Mais 7%, c'est ça, ça revient à comme 2 élèves par classe. Oui, mais nos statistiques sont un peu plus inquiétantes, je dirais, au Québec. Justement, dernièrement, là, on en a parlé on en a entendu parler dans les médias, puis on va dans certaines provinces, même jusqu'à 20% chez les jeunes garçons de TDAH évalués. C'est élevé, effectivement. On doit se poser des questions, je pense, comme société aussi. Là, pourquoi on est si élevé par rapport à d'autres pays industrialisés comme nous? Est-ce qu'on est plus exigeant, plus centré sur la performance? Est-ce que nos outils d'évaluation sont meilleurs? Il faut se questionner, du moins. Je trouve que ça soulève beaucoup de questions.
c'est correct aussi qu'on se pose des questions. Oui. Ça fait en sorte qu'on met des choses en place. Ça fait en sorte qu'on se déresponsabilise pas face à ça, dans le fond. Oui, parce que j'entends parfois autant des parents d'élèves que des élèves eux-mêmes dire « Ah, ben moi, j'ai un TDAH, donc ça explique mon comportement. » Et souvent, quand on entend ça de la bouche de l'enfant, on se doute là, que ça vient d'ailleurs. Mais bon, tout ça pour dire que on entend ce type de commentaire-là un peu pour se déresponsabiliser. Ouais. J'ai l'impression comme si, ah ben moi, j'ai ce diagnostic-là, donc c'est pas de ma faute, il y a rien que je puisse faire. Mais même comme adulte, c'est devenu quasiment une expression. Tout à fait. De dire, je sais pas son nom, mais c'est mon TDAH. Puis là, ça devient comme banal, quand en réalité, c'est de la santé mentale, c'est pas banal. Tout à fait. C'est presque une mode, hein? Dans des années 2000, là, tout le monde a un TDAH, tout le monde parle de TDAH. Puis c'est vrai qu'il y a une partie de déresponsabilisation à ça. Je peux me permettre de faire des erreurs, c'est mon TDAH, c'est comme si c'était pas moi qui les faisais. Donc, oui, c'est questionnant. Puis, mais le vrai trouble d'attention avec déficit au niveau de l'hyperactivité puis l'inattention, c'est un trouble qui, dans la littérature, là, les premières ébauches là, d'un tableau clinique, je pense que c'est à la fin des années 1700. Là, donc, ça date pas d'hier, c'est ça. C'est juste que là, on a fait comme un fourre-tout avec le TDAH. On a mis toutes sortes de choses là-dedans. On s'entend que n'importe qui, enfant comme adulte, on a tous des moments d'inattention. On a tous des moments d'hyperactivité dans le sens où ça fait quand même partie de la normalité de l'être humain que d'avoir des hauts, des bas. Surtout chez les enfants. Exactement. Des enfants qui bougent, rien les affecte, c'est la fonction première, c'est le jeu en enfance. Alors oui, il faut bouger, oui, il faut être inattentif, il faut explorer, ça fait partie de leur développement. Fait que je pense comme société, ça soulève des questions sur nos exigences peut-être aussi au niveau... Comme de toujours se ramener au précédent questionnement qu'on vous proposait d'entrée de jeu, les saines habitudes de vie, la consommation d'écran... le temps passé à l'extérieur pour jouer, le temps pour s'ennuyer. Donc, d'abord et avant tout, il faut s'assurer que nos enfants évoluent dans un environnement qui est adéquat pour eux avant de leur mettre une étiquette de TDAH pour se libérer un peu de d'autres interventions qui pourraient être pas utiles. Parce que de toute façon, même avec un TDAH, il ne faut que redoubler d'ardeur. Bien, tout à fait. C'est ça, hein? Au contraire, même, il y a des interventions qui sont réputées efficaces quand on a un TDAH. Alors, faut au contraire lever nos manches et puis... Exactement, ça ne s'arrête pas au diagnostic. Non, malheureusement. Non, heureusement, je dirais. Sinon, les causes et facteurs, là, tu disais tantôt qu'il y avait un certain pourcentage, environ 85% qui est héréditaire. Là, Oui, autour de 75-80, dépendamment des études, mais les enfants qui présentent un TDAH ont souvent, à 75-80% du temps, un parent qui, eux-mêmes, ont soit reçu un diagnostic de TDAH ou ont des symptômes TDAH évidents. Là. Donc, ça aussi, ça doit être dans notre analyse de la situation. Si on a un ou les deux parents qui ont reçu ce diagnostic-là dans le passé, c'est quand même les chances sont un grand indice. Sont plus élevées, évidemment. Et par curiosité, là, un parent qui aurait un TDAH avec beaucoup d'impulsivité, est-ce que ça se traduit comme ça chez l'enfant ou ça n'a aucun rapport? C'est une bonne question. Je pourrais pas répondre avec justesse, puis je voudrais pas dire des statistiques ou quelque chose qui n'a pas de sens. Faut pas oublier que le trouble est le même. C'est la nature, c'est les symptômes, en fait, qui diffèrent. Fait que j'ai l'impression que... C'est pas nécessairement Non. Tout à fait. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, j'enchaîne avec les questions improvisées. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec, disons, un parent TDAH qui est lui-même un petit peu désorganisé, qui désorganise sans le vouloir, de par son TDAH, un enfant qui va présenter des symptômes. Mais là, est-ce que c'est un TDAH? Oui, non. Est-ce que c'est dû à... C'est sûr qu'un parent avec un TDAH sévère va être moins organisé, va avoir moins de facilité à s'organiser dans sa routine. Par ailleurs, un enfant dans un milieu désorganisé, si on le met dans un milieu organisé, si l'enfant ne souffre pas d'un TDAH, il va fonctionner. Il va fonctionner. OK? Le TDAH, on est en rupture de fonctionnement dans tous les milieux. Alors, si à la maison, c'est un peu moins structurant, on va être capable quand même de l'être comme enfant dans un autre milieu qui nous offre une structure un peu plus grande, là. Je comprends. Fait que c'est un bon indice aussi pour... Ben oui, tout à fait.
au niveau clinique, c'est parlant. Si à la maison, puis oups, c'est pas pareil, ben là, on va chercher à comprendre pourquoi. Super. Puis les autres facteurs de risque, là, on a parlé de l'hérédité, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque par rapport à, justement, le TDAH chez un enfant? Bien, c'est sûr que c'est un trouble du développement neurologique, donc il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont reliés à la grossesse. Entre autres, des grossesses avec une maman qui a une moins bonne hygiène de vie, par exemple, ça peut être augmenter les facteurs de risque d'avoir un TDAH. La prématurité aussi. Un accouchement très compliqué, traumatique, avec un manque d'oxygène. Ça aussi, ça peut être une des causes fréquentes du TDAH quand il n'y a pas la partie héréditaire, là. Puis évidemment, tout ce qui est hygiène de vie, comme on disait tantôt, de l'enfant en bas âge, là, la stimulation des parents aussi, là, tu sais, pour bien... Mettre les chances. oui, c'est ça, mettre les chances du côté de l'enfant. Génial. Puis là, on en a parlé un petit peu tantôt. On se demandait justement, est-ce qu'il y en a plus qu'avant des TDAH, des vrais TDAH? Oui, non, on sait pas, c'est compliqué. On entend beaucoup ça, hein? Ah, aujourd'hui, il y en a donc ben, mais y en a-t-il vraiment plus, hein? Bien, la question est pertinente. Je trouve que c'est difficile d'y répondre. Oui, nos statistiques sont plus élevées. Donc, il semble que oui, mais est-ce que c'est nos critères d'évaluation qui sont peut-être plus affinés? Oui, plus affinés, évidemment, que dans les années 60, évidemment. Est-ce qu'on a un œil plus critique ou plus aiguisé aussi? Est-ce que maintenant, c'est nos attentes? Est-ce qu'on mélange la performance et le TDAH? Est-ce qu'on laisse le temps aux enfants aussi de gagner en maturité, de se développer, de faire leurs erreurs? Quelles sont nos exigences comme société par rapport à nos enfants? Est-ce qu'on veut des enfants performants dans toutes les sphères? La neurodiversité. Oui, aussi exactement. C'est L'acceptation. accepté. C'est acceptable. C'est vraiment un questionnement de société, de temps moderne. Là. Exactement. Mais la question se pose, puis la réponse n'est pas simple. Peut-être Vraiment. que c'est que dans quelques années qu'on va avoir une vraie réponse, finalement, à cette question. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est correct qu'on l'ait en tête, comme on disait tantôt, qu'on se pose des questions, qu'on met des choses en place. Oui, puis je trouve que ça met un niveau de vigilance à ce moment-là sur, OK, là, est-ce qu'on a vraiment un vrai TDAH devant nous ou c'est dans le langage commun ou un enfant qui est neurodivergent dans son évolution rendue ailleurs. Alors, c'est bien que ces questions-là soient soulevées, je trouve. Ça nous oblige à être très critique. Oui, oui, puis surtout à pas être trop rapide dans l'évaluation puis dans le diagnostic, là. Puis en même temps, tu sais, un enfant qu'il soit TDAH ou qu'il présente seulement des symptômes tu sais, on peut mettre des choses en place Tout à fait. avant le diagnostic. Tout à fait. Tout à l'heure. Puis c'est ce qui est recommandé en classe, surtout. Hein, vous êtes 2 enseignantes, vous le savez, on n'attend pas un diagnostic avant de mettre des choses en place. On est même rendu avec des réflexes de plus en plus aiguisés. Là. Ah, mon petit coco, là, il y en a dedans, je vais lui proposer ici, ça. On a quand même... vous êtes habitués, puis oui, tout à fait. Puis c'est dans la routine maintenant de faire différent avec nos élèves. Exactement. Fait que ça, c'est sûr que c'est très aidant, je trouve, pour les enfants là, qui sont un peu plus agités ou moins attentifs. Ouais. Sauf qu'on disait aussi qu'un TDAH a tendance à brûler les moyens, par exemple. Là. Un vrai TDAH, on va mettre des choses en place. C'est un peu un indicateur clinique. Hein? Quand on a essayé toutes sortes de stratégies psychoéducatives, qu'on a mis en place des objets de manipulation, des chaises qui bougent, des élastiques, on a varié les façons d'apprendre, puis qu'on a un enfant qui présente encore d'une attention, que ça fait plusieurs semaines qu'on l'observe. Oui, ils sont résistants aux moyens parce que c'est neurologique. C'est hors de leur contrôle. Tout à fait, tout à fait. Fait que même si on change l'environnement, l'enfant reste quand même en difficulté au niveau du focus attentionnel puis de la gestion de ses comportements-là. Oui, puis des fois, l'enfant, au départ, a un très grand enthousiasme face à certains moyens qu'on lui propose. Ça semble marcher un jour ou deux, puis après ça, c'est terminé, on s'est investi, on a déployé des efforts pour mettre des choses en place. On pense que c'est gagné, puis là, 3 jours plus tard, il faut recommencer. C'est ça, le moyen est déjà épuisé. Ouais. Pour moi, ça a été très éloquent quand tu nous as nommé ça, que le vrai TDAH, qui a une atteinte neurologique, a tendance à brûler tous les moyens, autant à la maison.
Oui, l'école. c'est pour ça qu'ils sont des enfants à défi aussi, parce que on essaie d'être créatifs et de mettre toute l'énergie à bonne place. Puis des fois, c'est comme si c'est pas suffisant. Hein? Oui, c'est ça. Chaque 3 jours, il y en a une nouveau qui... Fait que ça devient énergivore aussi pour les parents et les enseignants. Ouais. La constance. Oui, tout à fait. Donc, justement, là, on a fait plein de réflexions par rapport au vrai TDAH versus les symptômes d'inattention. Quand on est prêt là, à faire une évaluation, là, comment on arrive au diagnostic? Ben, en fait, au Québec, il y a les psychologues, les neuropsychologues et les médecins, puis quelques infirmières nouvellement, là, depuis quelques mois, qui peuvent poser le diagnostic du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a toute une démarche, en tout cas pour la psychologie, parce que c'est mon métier. Il y a toute une démarche évaluative là, qui va être mise en place pour être bien certain qu'on parle du TDAH puis qu'on a une précision diagnostique. Comme on a discuté plus tôt, il y a plusieurs choses qui pourraient avoir amené, en fait, des symptômes d'inattention. Ouais. Donc, une évaluation, ça peut prendre là, de 8 à 10 heures là, d'analyse, de rencontre avec les parents, de rencontre avec l'enfant, d'utilisation de tests psychométriques qu'on appelle. C'est des tests qui sont conçus pour prendre une prise de mesure du développement de l'enfant au niveau de son développement cognitif, mais aussi, entre autres, au niveau de l'attention, de l'inattention, l'inhibition aussi. Donc, ça se fait quand même sur une échelonnée, là, ça. Pour en avoir rempli en classe, là, pour certains enfants, ça doit perdurer dans le temps. Là, oui, bien, évidemment, il faut que ça soit dans plusieurs milieux aussi. Hein. Si ça se passe juste en classe, ben là, on va questionner. Si ça se passe juste à la maison, on va questionner aussi. Fait que dans nos critères, il faut qu'on ait vraiment plusieurs milieux de toucher. Puis il faut qu'on soit capable de façon assez précise d'éliminer d'autres hypothèses comme on a discuté tantôt. Là. Donc, le parent fait un premier tri, si on veut, avant de se rendre auprès d'un professionnel. Et une fois arrivé chez le professionnel, lui, il fait un deuxième tri. Exactement. Pour s'assurer qu'on est vraiment dans un profil de TDAH à proprement parler. Voilà. Puis ensuite de ça, ben on émet des recommandations et puis on peut à ce moment-là, là, c'est ça, travailler au niveau des moyens psychoéducatifs. Puis si l'estime de soi est touchée, ben là, on va travailler plus au niveau affectif pour apaiser l'enfant, lui expliquer ce qu'il a et puis travailler de concert, là, tout le monde ensemble avec la même vision puis la même boîte à outils, dans le fond. Puis si le parent n'a pas accès à un service de psychologie, c'est quoi les autres alternatives? Il peut aller voir son médecin de famille, j'imagine? Oui, évidemment, le médecin est en mesure de faire l'évaluation du TDAH. C'est juste qu'au niveau de la précision diagnostique, l'évaluation psychologique va être un petit peu plus longue mais évidemment que le médecin est traitant et en mesure de faire l'évaluation. Parfois, ils vont nous demander, par contre, quand ça semble un peu plus complexe que juste un TDAH, ils vont dire, OK, ben peut-être qu'une évaluation en psychologie, ça nous aidera à comprendre un peu plus l'ensemble du tableau et non pas juste les symptômes. D'intervenir de la façon la plus précise pour l'enfant aussi. Puis pas se tromper aussi, parce que si c'est de l'anxiété, ben on n'adresse pas ce problème-là de la même façon qu'un TDAH. Si c'est une dépression aussi, c'est un enfant avec des limitations. Donc, c'est bien de faire un ménage là, au niveau de la possibilité de d'autres troubles. Puis nous, je m'excuse de t'avoir coupé la parole. J'allais juste dire que nous, en classe, souvent, après la rencontre avec le médecin, on reçoit des grilles ou des documents remplis pour justement faire part de ce qu'on observe au quotidien comme symptômes. Je suppose que le parent à la maison doit remplir un document qui est semblable. Donc, ça nous permet de quand même dresser un portrait des deux milieux, soit la maison et l'école, même s'il n'y a pas une... comment je pourrais dire, un 8 à 10 heures là, qui est accordé. Non, c'est ça. L'intention de l'évaluation, c'est de voir si les symptômes, parce que c'est un tableau clinique. Hein? On n'a pas de prise de sang, on a un scan, mais bon, on ne peut pas faire ça à toute la population qui passe en évaluation. C'est ça. De voir si le tableau clinique est vu dans plusieurs milieux. Là. De là, les grilles d'observation qu'on fait remplir aux parents, aux intervenants, dans plusieurs milieux. Moi, j'allais dire encore là, tu sais, étant donné que des fois, l'accès à tous ces services-là, ça peut être long, ça peut être difficile,
Mais encore là, on le répète, on peut essayer de mettre des choses en place. On n'a pas besoin d'un diagnostic là, pour commencer à mettre des choses en place. On n'a pas besoin d'un diagnostic pour dire, ben, tu sais, j'ai tout éliminé, là, les belles recommandations de Fanny et Estelle. J'ai tout éliminé ça. Puis là, je pense vraiment que c'est un TDAH. Ben, on peut déjà là, commencer à parler à l'enseignante, commencer à parler peut-être aux professionnels à l'école pour mettre des choses en place. Et là, j'allais dire, Fanny, tu me déroules le tapis pour que je nomme un élément qui revient systématiquement dans nos balados, la communication, hein, dans le sens où si le parent tente des moyens qui fonctionnent bien, de nous les communiquer pour qu'on puisse les mettre en place, ou à l'inverse, si nous, on essaie des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, de les communiquer avec le parent, ça nous permet d'intervenir dans le même sens puis d'être, je pense, plus efficace aussi. Là. Tout à fait. Donc, pour conclure un petit peu tout ça, évidemment, notre balado s'adresse aux parents. Donc, le dernier bloc, on veut parler un petit peu de justement comment soutenir un enfant qui est TDAH si notre enfant l'est ou qu'on s'aperçoit qu'il démontre des symptômes de TDAH. Puis moi, j'aimerais commencer en disant, tu sais, on l'a un peu nommé tantôt, que l'estime de soi, c'était quelque chose qui venait affecter beaucoup l'enfant qui est TDAH. Donc, de là, l'importance comme parent, comme enseignante aussi, comme intervenant, de faire attention aux mots qu'on choisit quand on parle à l'enfant. Tu sais, l'habitude de dire « Ah, c'est tout le temps comme ça avec toi » ou tu sais, tu fais exprès, t'es paresseux. Bien, ça vient miner la confiance de l'enfant. Il faut justement miser sur ses réussites, lui donner l'occasion de vivre des réussites aussi, des fois. Aussi petite soit-elle. Exact, en morcelant la tâche, tu sais, en réduisant un petit peu nos attentes, des fois, pour qu'il regagne confiance en lui dans tout ça, là. Même des fois, on est très bien intentionné. Je m'entends dire « Est-ce que tu as fait le bon choix? » Puis, je me souviens que lors de notre entretien initial, tu nous avais dit dans sa tête qu'il a fait le bon choix de sa perception à lui. Ou même, il n'a pas le choix. Parce il n'a même pas eu conscience qu'il y avait un choix à faire. C'est ça, tandis que... Puis, tu sais, on le fait pour bien faire. On l'accompagne en l'invitant à se questionner, alors que pour lui, il n'y avait pas lieu de se questionner. Il n'y avait pas l'option de faire un autre choix. Donc, moi, en tout cas, ça teinte mes interventions depuis que j'ai fait. Dans le fond, il faut comme un regard inconditionnel, hein, malgré le fait que tu as un TDAH, puis que parfois, c'est énergivore et que faut que l'enfant sente que ses parents sont derrière lui, puis que son enseignante est derrière lui, puis qu'il y a une équipe de formés avec lui, plus qu'un jugement critique ou un regard sévère vis-à-vis sa problématique, là. Puis même aussi, des fois, j'ai comme l'image de peser sur le bouton « reset » là, à chaque journée, parce que des fois, on a l'impression que on est exaspéré plus rapidement avec un enfant comme ça parce qu'on a accumulé beaucoup, mais en même temps, c'est une nouvelle journée, il faut repartir à zéro tout le temps, tu sais. Effectivement, pour pas avoir des rancunes ou une image préconçue de encore la journée va être difficile. Et eux ont cette belle capacité de pouvoir reprendre à zéro assez facilement. Donc, on a à apprendre d'eux pour ça. J'ai aussi envie de rappeler qu'une des choses là, qu'on a nommées qui, je pense, est à garder en tête, c'est qu'il y a des questionnements à y avoir au départ. On doit faire une forme d'analyse de la situation. On doit aussi communiquer avec l'enseignante pour connaître comment ça se passe à l'école, pour être en mesure, justement, de faire le tri. OK, est-ce qu'il y a des choses que je peux revoir faire autrement à la maison? Et si c'est le cas, faisons-le. Puis peut-être que ça va faire diminuer les symptômes. Et si, malgré tous les changements que l'on fait, autant à la maison qu'à l'école, il y a des choses qui persistent, c'est là un indicateur qu'on peut peut-être aller chercher de l'aide, un avis supplémentaire, un avis professionnel. J'ai envie de m'adresser aux parents désespérés d'avoir mis des moyens en place qui ne fonctionnent pas. Parce que je le rappelle, ça se peut qu'à la maison, vous ayez essayé 1001 trucs, puis que ça fonctionnait pendant 2-3 jours, on le disait tantôt. C'est pas vous le problème. Non. Continuez de faire ce que vous faites. Communiquez peut-être avec l'enseignante, justement, ou des professionnels. Persévérer dans la mise de moyens. Cela étant dit, chez un TDAH qui a un impact fonctionnel important puis que le niveau de sévérité est assez élevé, des fois, le professionnel, le médecin ou le psychologue va recommander d'essayer un traitement pharmacologique.
Dans la littérature, c'est un des moyens les plus efficaces qui est répertorié avec le maintien justement des moyens psychoéducatifs. Donc, c'est l'addition de ces deux stratégies-là qui est réputée le plus efficace avec un TDAH. Par contre, c'est un choix de parents, évidemment. Hein? Ça fait partie des valeurs auxquelles on adhère ou pas. Mais c'est possible que vous le voyez apparaître dans les recommandations là, du professionnel de tenter une médication pour voir si ça peut aider à la situation. Ça prend des critères, là, évidemment, là, des niveaux de sévérité importants. Ouais. Puis si le parent fait ce choix-là, ben nous, on travaille de concert avec eux. Tout à fait. Pour, justement, leur faire part de nos observations parce que en classe, en fait, on passe beaucoup de temps avec leurs enfants, donc on est souvent les mieux placés pour leur dire comment ça se passe quand votre enfant prend une médication, si c'est le cas, pour réajuster aux besoins le tir. La collaboration est très importante, je trouve, quand on est dans ce processus-là, parce que vous êtes les yeux que les parents n'ont pas sur leur enfant durant la journée. Fait qu'il faut bien se coordonner et faire équipe, surtout. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est... On a tous le même but commun, les parents, l'école, puis on veut que l'enfant réussisse au meilleur de ses capacités. Tout à fait. Qu'il démontre son plein potentiel, qu'il se développe bien et heureux avec une belle estime de lui-même. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ça se peut que ce soit pas un long fleuve tranquille, toute la démarche qu'on a décrite durant le podcast. Puis je pense aussi qu'il va falloir faire preuve d'ouverture, hein, parce que des fois, on va tenter des choses qu'on n'avait pas pensé tenter. Puis il faut faire confiance aux professionnels qu'on consulte si on se rend là. On voulait aussi nommer quelques ressources pour les parents. Si jamais, justement, là, vous avez plus de questions, vous êtes peut-être dépassés. Il y a quelques ressources en ligne où il y a les CLSC qui peuvent répondre à certaines questions. Ils ont des travailleurs sociaux aussi qui peuvent venir aider sporadiquement là, dans la famille. La Fondation Philippe Laprise aussi. Et l'organisme Panda, dans plusieurs régions, là, ils ont tous des sites Internet. Donc, si vous voulez aller voir ça, des conférences, des ateliers. Exactement. Fait que ça peut être pratique pour certains parents. Voilà! Hey, ça fait vraiment un beau topo, je trouve. Oui. Merci, Geneviève, encore. Ça a été un plaisir de discuter de TDAH avec vous deux. On espère, les parents, que ça vous a permis de voir plus clair ou du moins d'amorcer une forme de réflexion qui vous permettra de mieux aborder tout ce qui a trait à l'inattention, finalement. Évidemment, ça reste un résumé. Hein? Oui. N'hésitez pas à communiquer avec l'enseignante, justement, de votre enfant si vous avez d'autres questions, parce que c'est un melting pot, là, puis il n'y a pas un enfant pareil non plus, là, donc... Il n'y a pas de recette miracle, comme on dit. Donc, en conclusion, on vous invite à commenter, à réagir à nos épisodes. Et aussi, si vous avez des questionnements qu'on pourrait approfondir davantage, ça nous fera évidemment plaisir.